Les vendeurs de roses à la sauvette qu'on voit dans les restaurants, c'est quoi leur vie? La plupart de ces hommes, ils viennent du Bangladesh, en tout cas à Paris. Ils avaient un métier au Bangladesh, voilà. Ils quittent tout ça dans le but d'essayer de faire venir leur famille. Ils marchent 10 heures la nuit dans Paris, dans le froid, sous la flotte, voilà, pour gagner 15 euros. Donc ils vivent en général à plusieurs, dans des locaux, alors évidemment souvent en banlieue, vraiment dans des studios tenus par des marchands de sommeil. Ils vivent à 6 ou 7 là-dedans, et puis le soir, ils partent tous vendre leurs roses qu'ils achètent sous un pont à côté de la gare de l'Est. Ces types-là, ils vont aller devant les terrasses où on traîne, nous, dans le 10e, en buvant des bières, mais ils savent d'une certaine manière qu'ils n'auront jamais accès. Donc c'est vraiment deux mondes qui se croisent, qui se frottent comme ça, mais qui pourront jamais communiquer vraiment. Je m'appelle Oscar Kupfen et je viens parler de Rose Nuit, qui est mon 8e roman, qui sort à cette rentrée chez Grasset. Ce livre s'intéresse au commerce des roses coupées, depuis les terrasses de Paris, les revendeurs qu'on voit dans la rue, jusqu'à leur lieu de production et où elles sont récoltées en Éthiopie. Je suis allé déjà à la source ultime, si je peux dire, vraiment au point de départ. Et donc, comme je le disais, il y a le Kenya ou l'Éthiopie. Moi, il se trouve que je suis allé en Éthiopie pour essayer de voir un peu comment ça se passait là-bas. Alors là-bas, j'ai rencontré, ce sont essentiellement des femmes, des cueilleuses en fait, qui coupent des fleurs toute la journée, qui travaillent dans des conditions dégradantes et dégradées. Sa copine l'avait prévenue, mais elle n'avait pas décrit le reste. Elle ne lui avait pas dit que sous les serres, il fait une chaleur insoutenable, que les cueilleuses s'écroulent à cause des températures et de l'air moite. Elle ne lui avait pas dit que les produits qui font pousser les plantes détraquent les corps, pourrissent en quelques mois la vue et les organes, que les filles font toutes des fausses couches ou enfantent des bébés tarés. L'expression bébé taré, ouais. C'est une expression forte. Ouais. Ça vous est venu tout de suite ou vous avez hésité? Je me souviens d'avoir hésité à l'enlever, ce mot, parce que quand on a un mot comme ça un peu impactant, on se dit oula, est-ce que bon, et puis après je me suis rendu compte justement qu'il était impactant, et le but c'était qu'il le soit. Donc ça, ce sont les femmes qui cueillent, et les hommes, alors c'est très genré, hein, et les hommes sont ceux qui mettent les produits. Alors eux, parfois, ça dépend des serres et des fermes, ont quelques protections, mais donc ils vont avoir des gants MAPA et un masque anti-Covid. Et eux, ils pulvérisent les produits. Donc pareil, en fait, ils ont des problèmes de santé assez lourds et assez conséquents. Et que vous ayez une idée, en fait, ce que leur proposent les propriétaires des serres pour se protéger des pesticides, c'est de boire un demi-litre de lait par jour. C'est terrible parce que, effectivement, humainement, c'est vraiment sordide. Et de l'autre côté, en termes d'écologie, c'est aussi terrifiant parce que, si vous voulez, en fait, ces serres-là, donc qui appartiennent jamais aux Éthiopiens, c'est des Hollandais ou des Indiens, pompent toute l'eau qui est là, et donc en fait tous les agriculteurs autour se retrouvent sur la paille, c'est le cas de le dire, et peuvent plus rien cultiver. Et puis bon, après ça part en avion cargo, donc là encore en termes d'écologie, que vous ayez une idée, en période de Saint-Valentin, il y a 7 à 8 avions cargo par jour qui partent d'Addis Abeba avec des cartons de roses qui sont aplatis, frigorifiés, et qui arrivent à Aalsmeer aux Pays-Bas, donc dans ce fameux marché aux fleurs dont je parlais. Voilà un immense hangar, le deuxième plus grand bâtiment au monde, après le Pentagone. Il y a même un système de voie ferrée qui transporte les fleurs. On dirait un mini-métro qui charrie les bacs, toutes ces tiges et ces pétales prêts à être expédiés. La première fois qu'il est arrivé ici, Yann a été impressionné. 1 million de mètres carrés, 12 000 travailleurs, une fleur sur 3 vendue en Europe qui transite par là, une course perpétuelle, tout livré si vite, si loin. Alors, ce passage que vous avez choisi parle d'Aalsmeer, donc le marché aux fleurs qui se trouve à côté d'Amsterdam, qui est le plus grand marché aux fleurs du monde, qui fait, je le disais, à peu près 1 million de mètres carrés au sol. Et c'est un endroit délirant. Donc, en fait, les acheteurs achètent au cadran. Donc, c'est comme des ventes aux enchères, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va partir du chiffre le plus élevé, 100, 99, 98, 97. Et le premier qui clique remporte le lot. C'est genre Wall Street, Jerry Maguire, c'est comme ça, c'est un peu moins, c'est-à-dire que les types, ils sont pas en col blanc avec des téléphones tout excités comme on le voit dans les films des années 90, quoi. Mais ils sont plus en doudoune sans manches. Voilà, il y a un truc un petit peu plus proche de la terre. Mais effectivement, en revanche, les enjeux financiers sont énormes. Le diagnostic, vous l'avez bien exprimé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Une amie me disait ça, elle me disait, bon bref, on parlait de mon livre, parce qu'elle l'avait lu très gentiment, et puis elle me disait, et à la fin, en fait, je sais pas quoi faire, est-ce que je dois continuer à acheter ces roses-là pour, en fait, aider le petit revendeur, la cueilleuse, parce que finalement, moi, les cueilleuses que j'ai rencontrées là-bas, par exemple, elles étaient ravies, ravies. En tout cas, elles étaient
elle pouvait survivre grâce à ce travail-là. Quand plein d'autres personnes n'ont pas du tout de boulot, et donc... et en même temps, alors c'est toute la question, mais c'est la question du capitalisme en général, quoi. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que donc voilà, si on soutient, si on achète, disons, ça peut soutenir des personnes qui en ont besoin, et en même temps, bah, on alimente cette machine qui est monstrueuse. J'ai l'impression que pour les fleurs, il commence à y avoir des discours plus écolos, plus humanistes autour de ça. On se rend compte que, alors c'est pas comme la nourriture, parce que comme on se la met pas à l'intérieur de nous, je pense qu'on s'en préoccupe moins. Là d'un coup, le bio a moins de sens, quoi, quand on risque pas nous d'en mourir, quoi. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelques petites poches. J'ai vu pas mal de choses là maintenant où beaucoup de fleuristes disent nous on fait que des fleurs locales, de saison. Donc il y a un petit mouvement comme un peu dans tous les domaines marchands, quoi. Mais j'ai pas l'impression que, enfin en tout cas les propriétaires des serres n'avaient pas l'air très inquiets. Dans le livre il y a 3 personnages, c'est alterné d'une manière très simple. On passe de l'un à l'autre puis au troisième, et sur des chapitres volontairement plutôt courts. Volontairement, pourquoi ? J'aime bien, moi, les livres assez courts. Le but, je trouve, dans l'écriture, moi, je suis satisfait quand je vais avoir l'impression qu'il n'y a aucun mot en trop, quoi. Même si je peux avoir envie de jouer sur les sonorités, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans la littérature aussi, c'est vraiment le style et la musique que ça donne. Moi, je pense vraiment les mots comme un rythme, quoi. Je sais que certains auteurs vont, eux, avoir vraiment des images. Voilà, moi, si vous voulez, que la table soit noire ou bleue, finalement, je m'en fiche un peu en termes d'image, mais si ça sonne mieux une table noire, elle sera noire. Après, moi, j'ai toujours du mal avec les textes où on sent le type qui écrit derrière. Et parfois, moi, ça m'arrive de trouver une formule, je suis hyper fier, je me dis, ah ouais, là, c'est super, ces 2 mots ensemble, ça envoie. Et de la rayer en me disant, même si je trouve que la formule est bonne, voilà, mais dis oui, mais on me voit derrière écrire. Et ça, je trouve ça terrifiant. Est-ce qu'on peut aujourd'hui écrire sur des gens pauvres et puis rentrer chez soi au chaud ? Je vous pose la question très directement. Alors, d'un côté, je peux comprendre qu'on trouve ça dégueulasse. C'est-à-dire que, et moi-même, je trouve ça assez dégueulasse. C'est-à-dire que il y a une injustice absolue moi, en rentrant d'Éthiopie, j'étais là dans mon appart à Paris. Alors, je vis pas non plus dans un palace, mais quand même, j'ai accès à un confort auquel 2 de mes personnages sur 3 n'auront sûrement jamais accès. Est-ce que pour autant on ne doit pas en parler ? Je crois pas. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, chacun parlerait de son petit milieu. Alors, le type de la bourgeoisie parlerait du type de la bourgeoisie. Les seules personnes qui pourraient écrire sur l'usine seraient les ouvriers. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, justement, on pourrait plus rien dénoncer, quoi. Moi, le but du bouquin, même si c'est jamais dit clairement dans le texte, c'est quand même de dénoncer quelque chose que je trouve dégueulasse. Alors c'est vrai que moi, à ma petite échelle, je résous rien. J'ai pas sauvé une cueilleuse ou un vendeur de roses. Est-ce que pour autant j'ai pas le droit d'en parler ? Je pense pas. J'espère pas. En fait. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ou pas ? Bien sûr. Ouais, et c'est une question que je me pose pour ce livre-là, mais que je me suis posé pour d'autres bouquins. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a le droit ? Et c'est pareil quand quelqu'un nous raconte une histoire et on se dit, putain, ça serait super comme passage un peu dans un livre. Est-ce que j'ai le droit de lui voler cette histoire-là ? Moi, pour être très sincère, je vais le faire parfois. Ça m'empêche pas d'avoir des scrupules. On vole des histoires, on s'en sert, on épingle des gens pour en faire, nous, notre propre texte. Alors, c'est terrifiant vu comme ça. Et en même temps, d'un autre côté, ça permet de devenir un texte.